Merci Jacques de nous avoir rejoints à Agendou pour venir présenter ce film et en discuter avec nous maintenant, puisqu'on t'a prévenu assez tard finalement. Mais voilà, donc encore merci d'avoir Merci pris à vous. ce temps. Alors, je le disais hier, Alain Guiraudy, c'est donc quelqu'un qu'on connaît bien ici à Agendou. Il est venu plusieurs fois, et en particulier il y a 2 ans, quand il était lui-même notre invité d'honneur. Donc on avait passé, je pense, tous ces films. Hein. Peut-être 1 ou 2 courts-métrages des débuts qu'on n'avait pas pu caser, entre guillemets. Mais donc on a ça, on avait ça en mémoire quand même assez, je pense pour beaucoup d'entre nous, mémoire assez vive, avant de découvrir donc Miséricorde. Et je trouve que du coup c'est très intéressant parce que bon, lui nous a parlé de son travail de cinéaste. Il nous avait parlé un petit peu du travail qu'il fait avec les acteurs, mais un petit peu dans plein d'autres sujets. Et donc moi je trouve que en fait c'est formidable de t'avoir aujourd'hui pour voir de ce côté-là comment ça se passe du côté des acteurs. Et voilà. Alors, il me semble que finalement, est-ce qu'on peut dire que tu es davantage un comédien, acteur de théâtre, metteur en scène de théâtre, que tu as plus travaillé côté théâtre que du côté du cinéma? Ça s'équilibre, je crois. Oui, j'ai commencé d'abord par le théâtre. Il y a maintenant 45 ans bientôt, au moins. Et donc comédien, metteur en scène. Et puis après, auteur de dramaturgie qui ont été jouées, mais que j'ai pas mis en scène, sauf une, mais ce n'était pas une bonne idée. Et après, au début des années 2000, j'ai commencé à travailler d'abord pour la télévision. Et puis bon, après le cinéma, mais j'ai plus de travail dans les séries télé, les fictions, avec plus ou moins de bonheur, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas cracher dans la soupe quand même. Et puis dans ce parcours, avec des beaux moments, il y a eu, il y a un peu plus d'1 an et demi, ce début de chemin avec Alain, qui a commencé par un appel de mon agent qui m'a dit voilà, il y a un rôle qui est proposé, enfin, il recherche. Alain Guiraudy recherche des comédiens pour son prochain film. Oh là, moi, quand j'ai attendu Guiraudy, évidemment, c'était une promesse de vrai travail, un travail avec un auteur. Et puis, j'ai passé un casting avec la directrice de casting. J'ai longuement attendu la suite. Et puis, j'ai passé un autre coup de téléphone. Mon agent, Alain Guiraudy, veut vous rencontrer. Waouh! Vous ne vous connaissiez pas, du tout. avant le casting? Pas du tout. Et le fin mai, l'année dernière, j'ai rencontré Alain avec Félix, qui joue donc le rôle de Jérémy. Et je pense qu'il voulait nous voir tous les deux, entre guillemets, en couple, pour voir si on fond. Mais c'était prématuré, mais... Et mais je pense qu'il voulait vérifier si ça fonctionnait à plein niveau, au niveau physique, au niveau sensibilité, etc. Comme deux natures d'acteurs qui se rencontraient. Et on a joué. Là, voilà, pardon, vous avez joué. Et on a joué. On a la fameuse scène que vous avez vue hier. Enfin, je dis fameuse parce que moi, en tout cas, en tant que comédien, et Félix aussi, je crois, nous a beaucoup marqué, la scène du confessionnal. Et c'est vrai que quand la directrice de casting a dit à mon agent, il faut que Jacques travaille la scène du confessionnal. Et quand j'ai reçu le texte, c'est d'abord hyper émouvant. Et puis, j'ai trouvé ça d'une intelligence incroyable, de renverser ce renversement des rôles. Et c'est ce curé qui vient confesser que finalement, par amour, parce que c'est ça en filigrane qu'il dit, évidemment, il n'a pas dénoncé aux gendarmes, qui sont pourtant très fouineurs, hein, vous avez pu voir. Et puis, on a joué cette scène plusieurs fois. Alain, il m'a dit, bon, fais pas trop l'acteur, là, hein, parce que, bon, tu comprends.
Et déjà, c'était très détendu, très dans l'humour, mais en même temps très sérieux en même temps. C'est ça qui était bien. Et puis on a fait 2-3 prises. C'était Laetitia Goffi qui filmait, qui était la directrice de casting. Et puis après, bah, Qu'est-ce que ça voulait dire, pas faire l'acteur? ah bah ça je sais même pas si j'ai toujours bien compris ce que demandent les metteurs en scène. Parce que à chaque fois, j'ai envie de dire, bah oui, mais je suis acteur, je sais pas faire autre chose. Mais c'est une espèce de, je sais pas si c'est une déformation, un tic de langage ou quelque chose d'autre que les metteurs en scène disent, c'est-à-dire, c'est même pas en faire trop. C'est assez indéfinissable. Il faudrait demander aux metteurs en scène pourquoi ils disent ça. Mais en tant qu'acteur, moi, je sais que c'est pas quelque chose qui m'aide. Donc, faire l'acteur, c'est, bon, sans aller jusqu'aux extrêmes, comme quelqu'un qui nous a quittés récemment, mais espèce je sais pas, de pause, peut-être, de fabrication, peut-être. C'est peut-être ça. Donc, j'entendais, je dis, je vais faire moins l'acteur, donc j'en ai fait. Expressivité. Ouais, c'est encore qu'il en faut, mais. Bah oui. Donc voilà, et puis on a fait 3-4 prises, et puis voilà, merci, super, bon retour à Poitiers, puisque j'habite là. Et puis j'ai attendu encore longtemps, 3 longues semaines. Puis j'ai envoyé un texto à la directrice de casting, dit, dis donc, Laetitia, quand est-ce qu'il va se décider, monsieur Guéraudy? Et puis un jour de juin, l'année dernière, mon téléphone qui sonne, un numéro inconnu, je ne sais qui. Et puis, oh, bonjour, Jacques. Oh, j'ai compris, c'est lui. Bon, je t'appelle, c'est pour une bonne nouvelle, je crois. Et là, j'aimerais beaucoup que tu joues l'abbé Grisol. Oh, et du coup, bah, évidemment que c'est une grande émotion. Et d'être choisi comme ça, parce que visiblement, il en a vu beaucoup. Il a vu beaucoup de comédiens et de comédiennes sur tous les rôles. Et il dit, voilà, bah, écoute, à très bientôt. On va laisser passer l'été et puis on se retrouve pour la préparation. Et à ce moment-là, non, il t'a pas donné plus de précision sur ce qui avait intéressé chez toi? Ah non, non, rien. Non, non. Bon, j'ai de la chance. Hein. Et non, je lui ai juste demandé, mais tu peux m'en dire plus sur le reste de la distribution? Je lui ai dit, qui joue Martine? Ah bon, allez, je te le dis, mais il ne faut pas que ça se sache, hein, tout ça. Et là, il m'a annoncé donc Catherine Fro. Et puis sinon, voilà, c'est tout. Ça a duré, c'était très court, très chaleureux, mais... Puis voilà, je faisais donc le prochain film d'Alain Guiraudy pour le rôle de l'abbé. C'est là aussi que tout le travail commence. Et tu avais déjà joué un rôle de prêtre d'abbé? Oh là là, oui. C'est vrai? Ouais. Je crois que... C'est vrai, non, mais ça doit être une vocation. Et non, non, oui. Je crois que l'abbé Grisol, c'est mon 6e ou 7e curé. Ah oui. Alors, j'ai fait aussi un moine. Alors, on peut dire que c'est quand même de la même famille. Et j'ai fait un évêque. Donc voilà, je monte dans la hiérarchie. Et maintenant, bah, il reste le pape, cardinal peut-être, je sais pas. Parce que, non, mais voilà, oui, c'était... Alors, je sais pas si c'est ma tête, mon physique, je sais pas quoi. Mais je sais qu'Alain cherchait quelque chose de particulier, autre, parce que c'est vrai que dans les rôles que j'ai l'habitude de jouer, généralement les metteurs en scène qui n'ont pas toujours beaucoup d'imagination, en tout cas, je parle pas pour Alain évidemment, mais me voient soit en curé, évêque, soit directeur de prison, ce qui n'est pas des fois très différent. Et institutionnel, proviseur, ce qui non pas non plus, hein, ça ressemble. Et voilà, c'est tous ces institutionnels-là. Et donc, je sais pas, je dois avoir la tête de l'emploi, comme on dit. Alors, vous vous êtes retrouvés donc il y a un an de ça, enfin à l'automne dernier. On le Voilà, voit que c'est tourné à l'automne. C'est tourné où? Parce qu'on reconnaît nos paysages du Grand Sud-Ouest, on va dire, mais... Bah, c'est tourné dans l'Aveyron, dans le petit village de Sauclières. Et quand l'équipe du film a débarqué dans ce village, je pense qu'on était plus nombreux que la population du village. Et il y a quelques personnes du village qui jouent dans le film.
ce qu'on voit au début quand la voiture arrive, on voit 2-3 personnes qui sont là à parler. Le voisin, à un moment, regarde Félix, Jérémy, à un moment donné. Le cimetière aussi au début. Le cimetière, voilà. Il y a eu beaucoup de figurations, beaucoup de gens du village qui ont fait la figuration. Et sinon, voilà, c'est dans ce petit village qu'Alain avait repéré depuis longtemps. Il voulait que ce soit dans ce village, parce qu'il connaît l'Aveyron comme sa poche, puisqu'il en est originaire. Et juste, ça c'est pour moi, parce que non, comme je ne connais pas ce village, c'est plutôt Sud-Aveyron. Oui, Sud-Aveyron, ouais. Et donc, voilà, donc avant, il y avait eu évidemment, Alain avait fait des repérages, il y a l'équipe technique qui est descendue faire des repérages, il est descendu avec Claire Maton, qui entre autres, enfin, je pense, vous avez dû le remarquer, un travail admirable. La directrice de la photographie. Sur l'image, puisque c'était la directrice de la photo. Claire est une immense chef-op. Et donc, il y a eu tout ce travail en amont. Et avant le tournage, donc, on a eu la préparation. Et il y a eu, puisque je jouais le rôle du curé, alors, je fais une petite digression là, mais il a fallu parler du costume du curé. Et donc, moi, je lui dis, Alain, la première fois qu'on en a parlé au téléphone, je lui dis, mais j'ai un exemple d'un curé que j'aimais beaucoup, qui était un type super engagé, qui était vraiment un type qui essayait de mettre sa foi en action, en vérité. Et je le voyais, il était toujours habillé, cet homme, d'une petite chemisette, manche courte, un pantalon et des sandales, pieds nus l'été, avec des chaussettes l'hiver. Et il passait un pull l'hiver. C'était tout. Il avait une espèce d'attitude très monacale, alors que c'était quelqu'un de très chaleureux. Et j'avais cette image de ce prêtre dans la tête pour l'abbé Grisol. Et j'en ai parlé à Alain, il dit « Ah oui, c'est plutôt, tu verrais un prêtre ouvrier. » Je dis non, enfin, c'est un peu démodé, mais... Et puis après, il dit, mais et en soutane, tu le vois pas en soutane? Alors là, j'ai eu un silence. Parce que pour moi, la soutane, les curés en soutane, c'était les curés tradis, les réacs, enfin, si tant est qu'il n'y ait pas de réac dans l'église. Mais c'était connoté négativement pour moi. Et puis alors, voilà, on a discuté, puis Alain voulait la soutane. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que j'aille plusieurs fois à Paris pour faire des essais dans un magasin qui est spécialisé. Et oui, c'est un travail épuisant, le travail d'acteur. Dans un magasin qui fabriquait des ornements religieux. Et donc, on a expliqué à la personne qui est là, la dame qui était là, donc voilà, c'est pour un film et tout ça. Alors, on lui a pas trop expliqué le contenu. Et on lui dit, c'est un film sur un prêtre dans un petit village. Oh, c'est beau, oui, c'est beau. Et donc, elle a été taillée sur moi, la soutane, donc j'ai commencé à essayer Et c'est incroyable, au fur et à mesure qu'elle se bâtissait, je sentais que j'avais une deuxième peau, que ça devenait mon costume, quoi. Peut-être parce que aussi j'ai une formation de théâtre, et c'est vrai que le costume a une importance, en tout cas pour moi, en tant que comédien ou metteur en scène, essentielle. C'est la peau la peau du comédien. Et là, elle prenait des mesures sur moi, le tissu, elle a coupé sur moi et tout ça. Et je suis revenu 3-4 fois avec Radija, la costumière, et on affinait tout ça. Et c'était incroyable, la transformation. Enfin, je portais... L'abbé commençait à vivre, quoi, en moi. Enfin, voilà. Et d'où l'importance, là, précisément, dans ce rôle, du costume, vraiment. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais là, l'habit a fait le curé, hein, en tout cas. Et voilà... Et puis après, il y a eu la lecture du scénario, toute l'équipe. C'est la première fois où on se retrouvait tous. Et puis Alain nous a un peu parlé du film, mais de ses intentions. Mais très peu, il nous a laissé lire. Et déjà, il y avait des interactions qui se passaient entre nous. Et puis voilà, il dit, bon, c'est bien, oui, voilà, on va tourner là-bas. Il y aura... Mais il restait pas évasif, mais... et ça dégageait à la fin, c'était pas pour nous... pourquoi il nous dit rien? On sentait qu'il portait tellement ce film en lui qu'il y avait une évidence qui nous transmettait comme ça dans ce silence. Et puis après, il y a eu le. Mais cette séquence-là de se retrouver avec toute l'équipe, c'est juste en amont du tournage ou c'est C'était fin septembre l'année dernière, et le tournage a démarré un mois après. D'accord. Donc tu n'avais pas ensuite d'autres temps
d'indications, de recommandations. Par exemple, hier, je l'ai cité, il t'a pas interdit de lire Abalaïr, par exemple, où il y a déjà un personnage de curé. Ah en non, te non, disant- non, 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 il nous a pas parlé du tout de ses écrits, d'où venait ce curé et ces autres personnages. Non, non. Mais je savais qu'il avait écrit Abalaïr et donc j'y étais évidemment jeté un œil. Et puis, mais non, non, il n'avait aucune indication précise. Et encore, pour le rôle du curé, on en a parlé au téléphone et je lui ai dit que je connaissais un peu tout ça pour m'y intéresser en tant que citoyen, enfin, à la théologie et ces choses-là. Mais il y a des choses qui m'ont servi un peu parce que dans le texte même du curé, principalement dans la scène de l'enterrement, j'ai dit tiens, je pense qu'il faudrait peut-être modifier deux, trois trucs. C'est le seul moment où ah oui, tu as raison, vas-y. Mais après, voilà. Et la préparation, la fin des essayages costumes, la mise en place de. Toutes les choses s'accélèrent à la fin de la préparation. Et puis, le premier jour de tournage, ça a été le 30 octobre. Donc, on s'est retrouvés la veille à la gare de Lyon, quasiment toute l'équipe. On s'est retrouvés dans le TGV, tout ça, qui est parti avec 3 heures de retard. Ça commençait bien. Et l'équipe régie nous attendait à la gare de Montpellier avec 3 heures de décalage. Donc il y avait le pot de début de tournage, parce qu'il y a un peu des rituels au cinéma, il y en a même pas mal. Il y a toujours un pot de début de tournage, puis un pot de fin de tournage. Alors, c'est pas du tout la même ambiance. Mais le pot de début, voilà, on était l'équipe, on se découvrait. Bonjour. Ah oui, toi, tu es ouais, à la régie, toi, tu es à la photo, d'accord. Ouais. Et ça, on se découvre, voilà. Et puis le lendemain, bah, pouf, ça démarrait. Et pas le premier jour, le premier tour de manivelle, comme on disait autrefois. Et puis moi, j'ai tourné le 3e jour. Et alors, Troisième jour. tu disais qu'en amont, finalement, Alain restait assez évasif sur ce sur ce qu'il voulait. Néanmoins, ensuite, sur le tournage, euh, c'est très écrit. Oui. Et alors, comment se passe cette direction d'acteur de sa part est-ce qu'il est... Elle est, comment dire, très invisible. Enfin, j'exagère, mais très sensible d'abord. Et il est extrêmement à l'écoute, même s'il a un casque il écoute. Et d'abord, il y a une immense confiance en ses acteurs. Oui, parce que, pardon, mais donc ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment il n'y a jamais eu vraiment de répétition. En fait, il y a eu une lecture, mais c'est tout. Ah oui, oui. Non, non. Ah si, j'ai fait Si, il y a une journée de répète avec Félix, on a répété la scène du précipice. Alors, justement, dans la préparation, et je l'ai su après pour Félix, moi j'ai dit à Alain, il y a 2 choses, parce que j'avais repéré dans le scénario, il y a 2 choses que je ne peux pas. C'est manger des champignons, je ne peux pas, j'ai une allergie. Et puis, j'ai un immense vertige, une peur du vide absolu. Ah, il m'a dit, oh, bah, t'es un peu chiant, toi. Et puis, voilà. Donc on a répété cette scène du précipice pour le jeu, parce qu'il voulait voir un peu il avait le décor en tête, donc comment on pouvait évoluer tout près de cet abîme sans s'abîmer nous-mêmes. Et sinon, non, après, le tournage est parti. Alors, à chaque prise, à chaque scène, chaque scène, on faisait des répétitions. On fait une répète. Il y en a eu 1, 2 maximum, et après, bon, on va la tourner celle-là, comme on dit. Et hop, première prise. Et là, soit il avait une petite indication à chacun et chacune, soit rien, soit elle était bien. Elle était bien, c'était bien. Mais on va refaire une autre pour voir. Mais on en faisait une autre parce qu'il fallait aller plus loin, c'est sûr, c'est évident. Et puis je me souviens d'une petite phrase récurrente qu'il avait à mon égard, c'est bien, Jacques, mais sois moins malicieux. Ouais. Et j'ai très bien compris cette façon qu'il a eu de me dire ça. C'est sois moins au 2e degré, moins en recul. Il était trop intelligent par rapport à ton rôle. Là. Non, l'abbé, il est immédiat aussi. C'est ça, tout ça. Et il suffisait de cette petite phrase qu'il m'a redit avec plaisir dans le tournage, parce qu'on retombe toujours dans ses défauts. Faut si tenter que ce soit un défaut, mais voilà, c'était ça.
j'ai pu avoir des metteurs en scène qui me faisaient des tartines d'indication, au théâtre surtout, mais au cinéma aussi. Alors, il faut l'emmagasiner. Et là, cette petite phrase, c'est un moteur incroyable, que je crois qu'il avait trouvé juste. Et quand je disais hier soir à la présentation qu'il a su faire monter en moi du fond de moi des choses, c'est ça. C'était une remise en cause, enfin, entre guillemets, tellement affectueuse de mon travail, parce qu'il m'avait voulu comme comédien, il était sûr et il aimait ce que je faisais, que c'était de façon très douce de m'amener à encore mieux, quoi. Et c'est ça ça, c'est la direction d'acteur. Mais la direction d'acteur, pour des gens comme Alain, des vrais directeurs d'acteurs, c'est d'abord la confiance qu'il a dans le choix qu'il a fait. C'est pour ça qu'il prend autant de temps dans ses castings. C'est qu'il sait que c'est cette personne-là. Même s'il avait vu peu de choses de moi en casting. C'était très mince, comme pour les autres personnages. Et donc voilà, c'est en tout cas ce souvenir que j'ai de... Et puis aussi, quand il enlevait son casque, il venait nous voir. Après la scène du confessionnal, et ça, c'est un moment, c'est un souvenir important. Il vient vers nous deux, Félix et moi, et j'ai vu dans ses yeux, ils étaient à moitié embués. Il m'a dit, mais vous m'avez touché. Il était ému. Et qu'on le voit ému, ça nous a émus aussi. Nous. On était tous les trois émus. Mais c'est vrai qu'en sortant du confessionnal, à chaque fois, on a dû faire 4 prises. Il y a eu un moment où c'est là où le travail de Claire est incroyable. Elle a réussi à se loger avec sa caméra dans le confessionnal. Pour ceux qui y sont entrés des fois, vous avez dû voir l'exiguïté du lieu. Et Claire était toute droite perchée. Elle avait sa caméra qui est quand même un petit poids, mais pour nous choper le plan qu'il y a sur moi, elle l'a pris en contre-plongée, enfin en plongée. Elle tapait dans le grillage, il fallait que la lumière vienne raser. Et donc là, par contre, on était dans des marques très précises. Si on décalait de ça, plus bon. Et ça, alors là, on est au cœur du jeu, il faut cinéma. Tu as la marque là, et si tu en sors, tu peux pas. Donc il faut que tu joues avec la même... Et quand on arrêtait les prises, avec Félix, on sortait parce qu'on avait besoin d'air. C'est vrai, hein, même si ça sentait l'encens après. Et on se regardait, on se parlait, on ne pouvait pas, mais on avait compris, en se regardant, elle était bonne celle-là, oui. Mais, et la prise qu'Alain a retenue, c'est celle où on s'est tous mis d'accord, c'était la meilleure, quoi. Mais ça se joue, quand on a une prise meilleure qu'une autre, ça se joue à une inflexion de voix sur un mot que le metteur en scène, le réalisateur entend, évidemment, mais que nous, acteurs, on peut l'entendre aussi, sans se regarder jouer, sans être... Et c'est tout ça qui concourt au fait du travail qui s'intensifie, réussit, et puis de l'émotion que ça procure. Ces 2 scènes, la scène du confessionnal et cette scène du précipice où on était harnachés. Moi, j'avais au pied, j'avais un fil à la patte, c'est le cas de le dire, et qui était tenu par quelqu'un qui faisait de l'escalade, qui dans les Cévennes, tout ça, et qui me retenait et je ne pouvais pas avancer plus loin que le précipice parce que sinon de toute façon ça ne servait à rien, je tombais, et qui a été gommé ensuite à la post-prod. Et Félix c'est pareil, il avait une sécurité parce que quand vous voyez sur l'image on s'approche, il y avait un apic de 200 mètres et on est à 50 cm, et si on fait un pas c'était en plus un éboulis. Mais j'ai été en repérage, moi, du lieu. C'est la régisseuse générale, Nathalie, qui m'a emmené 2 jours avant. Elle me dit, viens voir, je vais te montrer où vous allez tourner. Puis, approche-toi. Moi, j'étais à 3 mètres derrière. Non, je veux pas. Et elle dit, viens. Elle m'a pris par la main, elle m'a amené. Et c'était... Je dis, je pourrais pas. Puis, il y avait quand même la personne qui assurait la sécurité qui me dit, mais si, tu vas voir. C'est pareil. Là, on est dans la confiance et tout ça. Et puis... Même l'équipe technique, Claire, quand elle fait un plan sur moi, quand elle est en contre-champ sur moi, quand on s'envoie elle était aussi harnachée, parce que la caméra était tout au bord et elle était derrière et elle était à... Et donc voilà, c'était la scène. Ça, c'est des choses qui marquent parce que c'est très concret, c'est tout ça, mais en même temps, il faut aussi avoir la même émotion avec le vertige. Et il y avait des vautours. Ils nous avaient repérés. Mais c'était magnifique parce qu'ils prenaient les vents et c'était incroyable d'avoir ce paysage
enfin, ces volatiles là qui étaient là et puis plongeaient. Avec la scène, ça donnait. Mais moi, le fait de les avoir dans mon champ de vision, de les voir, je me dis oh non. Et à un moment, j'ai fait arrêter la scène parce que là, je suis parti. Ça tournait trop Et Félix, voilà. Félix était plus à l'aise? Ah non, parce qu'il avait le vertige aussi. Mais il devait, je sais pas, il le maîtrisait aussi comme moi. Mais c'était pas facile. Et on est arrivé le matin quand on est arrivé sur le tournage, on était là, ça va, ouais, on va y aller, oui. Et on y va. Mais bon, après, il y avait la sécurité, il y avait l'équipe, et puis après, une fois, il y a dans le feu de l'action, après. Mais les vautours. Mais dans le plan de travail, ça n'a pas été une scène écourtée, enfin plus courte à tourner eu égard à ces raisons-là. Non, vous avez. Ah non, au contraire, on a pris le temps de la faire et j'avais prévenu Alain. Je disais à un moment, si j'ai un trop grand vertige, je vais perdre les pédales. Je dis, mais t'inquiète pas. Et on a arrêté la scène. Aussitôt, le premier assistant vient me voir, ça va, Jacques, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un café? Tu veux quelque chose, tout ça? Non, mais c'est ça, la chaleureuse affection des équipes. On pense toujours aux acteurs, mais s'il n'y a pas derrière 40 personnes qui travaillent, on n'existe pas, nous. Et c'était une formidable équipe. Merci à elle. Avant de vous donner la parole, puisque tu es sur l'explicitation de dévoilement des secrets de tournage, je pense qu'une autre des scènes marquantes, c'est vers la fin au presbytère. Et avec je vois, autre... vous voulez en venir, mon fils. Tu peux nous en parler de cette scène-là et de sa difficulté? Curieux, hein. Je m'attendais bien que ça a été un long travail. Dans ce genre d'explication, il y a toujours des mots à double sens. Hein. Bon, tant pis. Mais non, c'est vrai. Il y a deux choses, il y a deux fabrications dans le film. Il y a le buste de Jean-Baptiste, puisque quand il est enseveli, c'est pas lui qui se fait asperger de terre, c'est un buste qui avait été recréé. Et la première fois, moi, je suis entré dans la loge où il était, et que je suis entré, qu'il y avait le buste de Jean-Baptiste, j'ai poussé un cri. J'ai dit Jean-Baptiste, tu étais plus petit, ce qui s'y passe. Et voilà, parce que c'était aussi... Et juste, parenthèse, mais Jean-Baptiste Durand, pour ceux qui ne l'auraient pas identifié, c'est le réalisateur de Chien de la Casse, un film que vous avez certainement vu et qui s'est retrouvé un peu à faire l'acteur, finalement. En tout cas, Alain Guiraudy, c'est Jean-Baptiste qui me l'avait raconté, et il est allé passer le casting. Et finalement, alors, non, je ne sais pas si c'est ce jour-là, mais enfin, quand il a rencontré Alain Guiraudy, et ils ont parlé comme ça très simplement, et Alain lui a demandé « Mais tu fais quoi dans la vie ?» Et l'autre lui a dit « Je fais des films », et Alain ne savait pas du tout. Il n'avait pas vu Chien de la Casse, c'est rien du tout. Il a vu ça après. Bon, je trouvais ça assez... J'aurais bien aimé être là au moment où il se... voilà. Et puis Jean-Baptiste a été un extraordinaire compagnon de jeu et quelqu'un de très agréable sur le plateau. Enfin, voilà. Et donc, il y avait ce buste qui a été recréé pour pas, évidemment, infliger à Jean-Baptiste des choses quand même, être enseveli et tout ça, c'est quand même... C'est comme le comédien au début qui joue le mort, c'est jamais évident, même si c'est un rôle quand même très paisible. Mais ça m'est arrivé, je l'ai fait une fois, le mort, et c'est pas... Enfin, ça remue tellement de choses, forcément. Enfin... Et donc, il y a eu le buste... Et donc, ça s'adressait à une boîte de professionnels qui fabriquent des prothèses ou des mannequins pour les cascades, tout ça. Voilà. Et puis, donc, il y a eu le deuxième objet, c'était donc l'attribut masculin du curé. Et donc, ouais. Il y avait un premier exemplaire de la prothèse que j'ai essayé très vite, en même temps que la soutane. Mais pas avec la soutane. Et donc avec François, le premier assistant, derrière un paravent, il était tout seul, il dit « T'inquiète pas, il n'y a personne ». Il dit « Bon, tu peux la fixer, on va voir si ça marche ».
Mais c'était très technique, quoi. Et on n'y pense pas, mais enfin, bon, en même temps, il dit je l'installais comme je pouvais. Elle tenait pas très bien parce que soit il fallait mettre de la colle, soit. Alors après, il faut enlever la prothèse. Ça fait mal. Et, et donc, je sors de mon paravent et je me présente donc devant François et je lui dis il dit ça tombe, ça tient pas, c'est pas bon. Et donc, il a fallu la faire refaire. Et il y a eu 2-3 exemplaires et c'était pas terrible. Et Alain n'était pas très content la forme, le truc, ça ressemblait bien, il n'y a pas de problème. Mais c'était la technique de fixation qui n'allait pas. Et pendant le tournage, puisqu'on a tourné cette scène le 22 novembre, vous voyez, je m'en souviens. Je peux vous dire que ça a été une journée difficile de tournage pour tout le monde. C'était sur la feuille de service. La feuille de service, c'est ce qu'on reçoit tous les matins avec toutes les indications, l'heure de pick-up, c'est-à-dire quand les gens, la régie, ces sympathiques amis de la régie viennent nous chercher, se lèvent à point d'heure pour venir nous chercher à l'hôtel ou dans notre gîte. Le maquillage, le HMC, habillage, maquillage, coiffure. Et tout ça est indiqué, c'est très détaillé, les horaires sont extrêmement précis donc voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Par rapport, il y a ensuite la journée. Et la journée, il y avait marqué sur cette journée du 22, plateau fermé, scène de nudité. J'avais été prévenu quand même, évidemment, par mon agent dès la première. Vous aurez, Jacques, une scène de nudité. Ah, très bien, oui, comment, pourquoi? Je veux savoir si ça avait. Vous êtes au lit avec quelqu'un. Ah bon. Et je ne savais pas plus. Et puis après, j'ai compris de quoi il retournait. Donc après, cette prothèse, on l'a essayée avant ma première période de tournage, parce que j'avais une coupure. Et on a fait un essai avec la maquilleuse, le maquilleur, parce que c'était eux qui étaient chargés de gérer ça après. Et encore une fois, avec François, le premier assistant, ça ne marchait pas. Mais vraiment pas, quoi. Donc, je dis, écoutez, je sais pas, moi, dans ma semaine, j'ai un off d'une semaine, je veux bien monter à Paris, voir avec les gens qui ont fabriqué. Ils ont, eux, peut-être une technique meilleure, quoi. Hein, et il dit, ouais, c'est une bonne idée. Donc, je rentre chez moi, et à Poitiers, le lundi, je pars à Paris, à Saint-Denis, chercher je vais à la boîte, je trouve et je rentre. Alors là, il y avait dans les vitrines des visages déformés, des vampires, des machins. C'était des gens qui font que ça, quoi. Ils créent même des mannequins entiers pour les chutes, tous les trucages qui ont besoin de ces choses-là. Et donc, je vais voir le monsieur en question qui avait fabriqué donc la prothèse. Voilà, et dit, on va. Et pareil, alors leçon de choses. Bon, on va voir, essayez-la. Et puis là, mais j'ai trouvé un produit, ça va bien le faire. C'est une super colle, genre super glue, quoi. Bon. Et il me dit, excusez-moi, et là, je vais vous l'installer si vous voulez bien. Allez-y, je vous en prie, mon fils. Et c'est vraiment, mais c'est comique, hein, et en même temps, on est sérieux parce qu'il fallait que ça marche. Parce qu'Alain me dit, puis mon mère, cette prothèse, ça va pas, on la fera pas, on fera sans. Et je dis, oui, mais ton scénario va être légèrement modifié quand même. Et donc ce brave homme, enfin ce technicien super compétent, il m'installe tout ça et on attend un moment pour voir si ça tient, quoi. Vous voyez, imaginez un peu la scène, quoi. T'es là, puis hop, ça tombe encore. Alors, il dit non. Mais j'ai dit, je sais pas, moi oui, faut que je la retravaille, tout ça. Alors il la retravaille. Moi, je retourne chez moi, et puis je repars sur le plateau. Et la prothèse arrive en colis express, tout ça. Imaginez. Ah ouais, ça voyage. Et donc, arrive le jour. Et là, il décide, la prod et la boîte qui avait construit la prothèse décide d'envoyer un technicien sur place le jour du tournage pour qu'il installe tout ça et il vérifie la bonne marche de la chose. Et donc voilà. Et le jour du tournage vient le moment où il me l'installe, tout ça, il me la pose et au miracle, ça tient. Donc oui, miracle. Et vous pouvez imaginer la journée. Donc j'ai passé quand même plusieurs heures avec un peignoir et avec la chose
dressé comme ça, comme un... Et c'est assez bizarre. Alors, on passe entre les gens de l'équipe. Pardon, excuse-moi. Ah, fais gaffe, t'approches pas trop près. Hein, parce que, voilà. Et arrive, on tourne les premières scènes, bon. Et puis arrive le long moment de l'arrivée de notre gendarme préféré. Et là, je me rappelle la première prise, et il y a Sébastien qui regardait, il découvrait, je sais pas. Et on l'a refait. Alors, quand je sortais du lit, mais comment ça? Qu'est-ce que vous faites là? Tout ça, il fallait que je fasse gaffe. J'ai dit attention. On m'a dit attention parce que si le drap, paf, c'est fini, on recommence tout. Et donc, j'ouvrais grand, ça se voit même à un moment. Et donc, il a dû couper un peu Alain. Et je me présentais dans le gendarme, on avait l'échange qu'on avait, puis je le regardais partir et tout ça. Et donc, les premiers actes, c'était pas vraiment celui qu'on voit dans le film, quoi. Et donc, tout ça à poil. Il faisait froid dans la pièce. Il y avait pourtant, la régie avait fait le maximum, c'est toujours ces merveilleux copains. Il y avait des radiateurs, tout ça, mais il ne fallait pas qu'ils tournent trop fort, ça faisait du bruit pour le son. Et puis quand même, dans toutes ces scènes-là de nudité, quoi, qui font... c'est pas évident à le faire, quel que soit le but de la nudité, enfin voilà. Et il y avait quand même, il faut imaginer qu'il y avait quand même 10 personnes sur le plateau. Il y avait Félix et moi dans le lit. Et autour, les techniciens qui étaient obligatoires, je veux dire, pour l'intensité des projets, parce qu'à un moment, la lumière baissait. Claire voulait qu'il y ait un... Et pendant les prises, il contemplait le ciel de la chambre, il regardait les rallonges. C'était évidemment qu'ils étaient ils étaient gênés. Et puis en même temps, il fallait la faire. Et alors Alain et Laurent, le directeur artistique, étaient dans une pièce à côté. Ils étaient devant le combo, le poste de télé qui envoyait la prise. Et Alain nous envoyait des indications. On l'entendait très bien. Plus doucement, vas-y. Enfin, il essayait d'être le plus calme possible. Puis à un moment, moi, on essayait de faire au mieux et d'aller au plus vite. Et à un moment, c'est parti un peu en vrille. Et moi, j'ai arrêté. Je dis, mais non, mais moi, je veux savoir comment ça se passe, le découpage de Ruf. Et là, j'ai eu un petit coup de gueule. C'est le seul que j'ai eu. Enfin, pas de gueule, mais parce que la scène, parce que tout ça. Et je suis parti dans la loge. Et puis Alain est venu me rejoindre tout de suite. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, voilà, tu sais. Et puis il comprenait très bien. Il m'a expliqué, écoute, on va filmer d'abord ça. Tu vas être pris là. Et là, ça m'a apaisé parce que je voulais vraiment savoir. Puis aussi le rendu à l'écran. Enfin, parce que c'est pas pareil de savoir qu'on est pris là et en entier. Bon, il y a eu une prise où j'étais complètement en pied. Et après, le fait... voilà, puis parce qu'il a reconnu que c'était pas forcément utile de me voir... Mais après, il fallait bien qu'à un moment donné, on voit ce que vous avez vu. Et tout ça, ça a duré quand même 4-5 heures. Dans le froid. Alors, il y avait Juliana, l'assistante costume, qui aussitôt, qui avait coupé, qui se précipitait sur moi, qui me recouvrait, qui me protégeait aussi, et du froid et des regards, mais aucun n'était là à vouloir voir absolument la chose. Et c'est magnifique. Et puis il me dit, ça va. Bon, t'inquiète pas, ça va. Puis il y avait Félix à côté qui dit, mais non, t'inquiète pas, ça va être super, ça va être magnifique, tu verras quand on verra le film. Je dis, ouais, ok. Mais il était là, il savait que c'était douloureux pour moi. Lui, il était au chaud, dans le lit. Mais il était complètement là, et c'est ça qui est génial. Il est très, très complice de tout ça. Et puis on arrivait à la fin de cette scène, parce qu'il fallait, quand je vais voir dans le couloir, alors dans la pièce, je triche un peu, il faisait pas trop mauvais, pas trop froid, disons. Avec les projos, ça chauffe. Mais dès que j'ouvrais la porte, et que dans le couloir, il faisait 9-10 degrés, quoi. Et ça rentrait, moi. Et vite, je retournais. Et ça, voilà. Et cette scène, on l'a tournée. Et c'était à la fois un soulagement, mais aussi une satisfaction. Et puis la prothèse a tenu. C'est quand même le but. Et puis le lendemain, on a tourné la scène du cimetière. Voilà. Donc tout ça, c'était proche d'un ordre chronologique, quoi.
Ouais, mais je pense que de toute façon, il y avait une volonté de François, puisque le premier assistant, c'est lui qui fait le dépouillement du scénario et donc le plan de travail. Il avait voulu mettre le plus loin possible, enfin, autant que faire se peut, cette fameuse scène, pour pas, on n'allait pas commencer par ça, quoi. Ça aurait pu, mais bon. Et juste, je rebondis sur, tu as cité Laurent Lunetta, Tout à fait. directeur artistique. Tu as travaillé sur plusieurs films d'Alain Giraudy, notamment Ce vieux rêve qui bouge. Nous, on avait démarré le festival avec ce film. C'est quoi son rôle, en fait, de directeur artistique? Il était aussi script. Il avait ce travail-là. Et cette direction artistique, c'est toute de prendre en compte les décors, comment ils sont filmés, l'image, pas l'interprétation au sens immédiat, mais comment tout ça résonne ensemble, une espèce d'ensemblier de la pensée artistique d'Alain, qu'il relayait soit aux techniciens, soit des fois, quand des fois sur le texte, sur les scènes, la première personne un doute ou sur le texte ou même sur l'intention, j'allais plutôt voir pour ça Laurent qu'Alain, qui lui attendait cette mise en place. Et puis après, et jamais Laurent se substituait évidemment à Alain dans les directives et tout ça. Il ne donnait jamais aucune indication de jeu ni rien de. Mais il était chargé de veiller à la juste création de ce que Alain voulait et qu'ils avaient dépouillé ensemble bien avant. Et puis il était script aussi, donc notant tout le travail de script pour vérifier les prises, les repères images et puis la validation des prises pour le montage. Puisque le montage, les rushs étaient envoyés à Paris tous les jours. Donc il y avait un dérochage à Paris, un premier montage qui était commencé par le monteur pour alléger le travail, puisque Alain a terminé le film le 15 décembre et le montage a commencé le 2 janvier. Donc juste le temps des fêtes. Et après, et en plus, pour le mixage et le son, il a fallu qu'il aille au Portugal, parce que c'était une coproduction hispano-portugaise. Et donc le son a été... l'ingénieur du son était d'origine portugaise. Il a travaillé à Lisbonne avec lui, donc il y avait un va-et-vient de documents qu'il fallait envoyer. Donc ça a été assez... il a bourlingué pas mal pour le montage. Alors, vous avez peut-être des questions, même certainement. Alors, une question de madame au premier rang. Où est le micro? Non, comme ça on vous entendra bien. Voilà, juste devant. Moi, j'aurais bien aimé que vous parliez un peu plus du personnage et de Catherine Fro. Cette femme, donc, dans un film où tous les hommes s'aiment, enfin, moi, c'est ce que j'en sors, et qui, elle les aime tous. Enfin, je sais pas, mais j'aurais... Plus ou moins. Oui. Elle est très... comment elle a... Et puis elle, Catherine Fro, comment elle a aimé aussi ce personnage et... Ça, il faudrait lui demander à elle. Hein. Je ne peux pas répondre à sa place. Moi, ce que je peux dire, c'est de ce que j'ai pu comprendre de son personnage. C'est une femme étrange, quand même, sa réaction. Enfin, le film débute sur l'enterrement de son mari, pour se poursuivre avec la mort de son fils. C'est quand même pas mal, bien chargé, là. Et je trouve que c'est vrai qu'on peut penser qu'elle oscille entre une jalousie, donc un sentiment qu'elle éprouve, une jalousie vis-à-vis de Jérémy, quand elle lui a pas, mais où t'étais, qu'est-ce que tu faisais, tout ça. Son fils, il y a une acrimonie avec lui, autant que je m'en souvienne, souvent elle lui reproche des choses, c'est agressif entre eux. Mais Jérémy, cette tendresse, d'abord elle l'accueille, elle est heureuse qu'il soit là pour l'enterrement de son mari, dont elle dit mais tu l'aimes encore. Il y a en même temps une absence de jalousie parce que mais tu l'aimes encore. Comment il l'aimait son ancien patron, on ne sait pas. Il était plus jeune. Avec le curé, elle a un rapport plutôt. Il s'appelle Philippe, Martine. Pas rien de l'appeler Philippe. Elle aurait pu l'appeler Monsieur le curé ou père. Voilà. Puis Philippe, donc il y a une connivence. Et je pense que pour elle, peut-être, le curé est un point d'appui, enfin un repère, si je puis dire. Mais je ne pense pas que ce soit une femme qui se laisse balloter. Elle est sûre de, je crois, enfin, s'il y a peut-être
et Alain et elle qui pourraient mieux en parler que moi, mais moi je vois ça, elle a sûrement un désir en elle qu'elle veut aussi assouvir, et enfin vivre en tout cas. Et je pense que la scène finale raconte beaucoup de choses. Et hier, la dame est là, on en parlait de la scène finale et disait que le personnage de Jérémy se retrouvait finalement en prison, obligé de tenir son rôle jusqu'au bout, et même au-delà. D'autant qu'en plus, il revêt le pyjama du défunt. Et il les rentre dans le lit du défunt, enfin l'ancien lit conjugal. Et comme moi, quand j'avais lu le scénario la première fois, la fin, je l'avais trouvé, je sais pas, belle, mais comme ça, je trouvais qu'il y avait la main, je veux bien. Je veux bien. Et je trouvais cette fin presque, pas que la praline, mais presque très douce. Et est-ce que effectivement, son désir, son amour porté à Jérémy est sincère? Je pense que c'est un personnage sincère. Son inquiétude, elle est sincère. Mais elle sent bien que Jérémy, lui, n'est pas sincère. Et ça la travaille. Et je pense que... Moi, je trouve que c'est un très beau personnage féminin. Effectivement, cet univers de mecs qui sont là à se renifler, à se chercher, à se battre comme des mâles, quoi. Et elle apporte ce contrepoint, je trouve, je sais pas, d'innocence, de fragilité, de pas savoir. Et puis de la vie, quand même, elle lui fait pas de cadeau. Et puis la scène où elle dit, tu pourrais reprendre la boulangerie, elle a une lumière dans le regard. Elle serait tellement heureuse que, pas forcément que Jérémy soit là, mais que la boulangerie continue, que peut-être la vie d'avant continue. Mais elle, ce ne serait pas de la vie d'avant non plus. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame? Ouais, alors c'est la scène finale qui insinue quand le curé part avec le cadavre dans le cimetière, qu'il le caresse et tout. On s'imagine, est-ce que le curé va jouer avec ce cadavre? Alors là, c'est une autre histoire et je ne pense pas qu'Alain l'ait écrite. Il l'a pas écrite, mais est-ce qu'il veut sous-entendre ça dans sa face là? Tout le monde dit non, mais bon, moi je l'ai senti comme ça quand on voit le curé qui sort le cadavre, il le caresse, il le prend dans une couverture, et puis il dit laisse-moi, va-t'en. Non, c'est pas suggéré. Alors c'est pas suggéré ça. Je sais pas, vous avez peut-être vu des caresses sur ce qui était d'abord pour l'acteur qui portait le cadavre, une difficulté à prendre le cadavre dans les bras. Il pesait. J'avais fait aussi des essais avec ça. J'avais un cadavre de pompier et je le portais. Et la première fois, blum, il est tombé le cadavre. Il n'y avait pas que la prothèse qui tombait, le cadavre aussi. Et j'avais quand même 25-30 kilos dans les bras, quoi. Donc, ah oui, mais ça, c'est quand on le déterre. Là, il y a ça, c'était une image à laquelle tenait beaucoup Alain. Moi, je l'ai vécu un peu. Il y a une forme de piéta. Moi, je l'ai joué là-dedans, la piéta, cette espèce de. Et là aussi, il y a une scène. On voit une scène de voiture quand le cadavre est installé, ils l'ont récupéré, qui roule. Et là, c'est le seul petit endroit où j'en voudrais à Alain, mais c'est son droit absolu. Il a coupé la scène. On avait un long dialogue dans la voiture sur justement. Jérémy questionne le curé sur l'amour des hommes qu'il a. Est-ce qu'il arrive à concilier son sacerdoce et son choix sexuel et tout ça? Il lui répondait. Et le curé lui répondait avec à la fois sincérité et douleur. Il pleurait, parce qu'il pleure la mort de... Et ça, il l'a coupé, Alain. Et à la première projection avec Félix, on s'est regardé, on lui dit, on va lui casser la gueule, là. Et, non, c'était... Mais... donc, oui, c'est ça. Dans la mort, il est encore en train de protéger la bienveillance vis-à-vis des morts. Et après, cette idée géniale qu'il a, c'est d'aller cacher un cadavre dans un cimetière. C'est quand même la planque idéale. Hein. Parce que le gendarme, tout inquisiteur qu'il est pour aller le chercher, là, il va falloir qu'il ouvre toutes les tombes. Ça va lui prendre du temps. Et ça, c'est...
Et puis en même temps, c'est aussi, il va jusqu'au bout de sa démarche d'amour, enfin, parce que je considère que c'est ça vis-à-vis de Jérémie, c'est-à-dire de trouver au corps, à la dépouille de Vincent, une cachette sûre pour pas que Jérémie soit inquiété. Que donc, et c'est là où il est pas machiavélique, mais où son amour à la fois complètement altruiste et puis très égoïste, parce que finalement, lui permettra ainsi de voir encore, il le dit dans le confessionnal, le bonheur de voir l'assassin tous les jours. Et cet acte-là lui permettra ça. Et je trouve que quand il l'emmène... Alors, il y avait une prise, les premières prises, on les faisait, et la caméra se décalait un peu, il me filmait de dos, et je partais avec le corps. Il y avait presque une image évangélique ou biblique, enfin, ou mystique, quoi, ce corps porté comme ça. Puis après, Alain a changé, on ferme la porte. On ferme la porte du cimetière, la porte de l'enfer. Et surtout qu'il lui dit, je ne veux pas que vous sachiez où il est. Parce qu'il serait tenté peut-être, Jérémie, d'aller voir. Et là, du coup, le gendarme, bling, ça y est. Et donc ça c'est une scène, là, avec dans les bras Vincent et après avec Jérémie au cimetière. C'est tout l'amour du curé, vrai, et qui se donne, quoi, là. Mais là-dessus, je le redis, si vous voulez approfondir, vous pouvez peut-être aller jeter un œil et même lire Rabba Lahir, qui est un livre, donc un roman écrit par Alain Dirodi. Ça fait 1000 pages, ça se lit assez facilement, qui a donné une suite en début d'année, c'est Pour les siècles des siècles, et où on retrouve tous ces personnages. Ça n'est pas strictement le scénario, parce que ce serait trop dommage, parce qu'on a le plaisir de découvrir dans Miséricorde, mais une autre version d'une grande saga que moi j'ai retrouvée dans ces romans, et il se passe plein d'autres choses au cimetière, en effet. Voilà. Mais pas dans Miséricorde, dans Rabba Lahir. Effectivement. Mais il a plus de temps aussi. On est dans la littérature, c'est pas pareil. Je rebondis sur une petite remarque que tu as faite en disant que tu avais encore vu des choses hier nouvelles. Tu ne nous aurais pas dites là, tu ne nous as pas encore dites ces choses nouvelles que tu as vues? Non, non, je sais pas, peut-être. Non, par exemple, parce que je me suis attaché peut-être plus à suivre certains personnages, parce que comme en plus je vais les revoir encore. Là, hier, je me suis attaché à Jérémie au jeu de Félix. Et j'ai trouvé ce qui m'apparaissait pas forcément évident, mais qui était là, évidemment, puisque la caméra l'a saisi quand on le jouait ensemble. Ses nuances, lui, ce côté d'absence, présence au monde et aux autres. Et il le joue là, et je trouve qu'il lui a trouvé des superbes nuances que j'avais pas perçues les 2 premières fois, et ce côté. D'ailleurs, la première fois que j'ai au casting, quand j'ai fait la scène avec lui, j'étais étonné de voir je m'étais fait une image mentale du personnage, et puis lui, sûrement, il s'était fait une image aussi du curé. Et j'étais étonné de voir ce jeune homme comme ça. C'était pas du tout l'image que j'avais de Jérémie. Au départ, Alain avait en tête, pour jouer le rôle de Jérémie, Anthony Bajon, qui joue dans Chien de la casse. Et il l'a trouvé trop jeune. Et je pense qu'effectivement, ça aurait donné une toute autre couleur. Et je pense que là, et à la scène du confessionnal, quand on l'a fait en casting, c'était... alors, je pense que on avait tous les deux un peu le trac. Félix, il avait déjà passé plusieurs essais. Il savait que c'était peut-être le dernier. Il jouait le rôle ou pas. Enfin, et donc, j'ai bien senti qu'il était un peu tendu. Alors, moi, le vieux routier, mais je traquais aussi. Voilà, on a fait ça simplement. On a fait une première italienne. L'italienne, c'est quand on se dit le texte pour voir si on l'a en tête. Et puis voilà, on l'a joué. Puis je pense qu'Alain a vu qu'il y avait un accord entre nous possible, en tout cas à certains à venir. Et donc voilà, hier, j'ai trouvé ça des choses, des regards que je lui avais pas vus, ou j'avais pas mal vus, ou que je voulais pas voir, je sais pas. Et puis après, oui, en le voyant comme ça, et puis il y a le plaisir de retrouver le gendarme.
Moi, j'adore le gendarme. Puis David aussi, enfin Walter. David Ayala, il est génial là-dedans. Et puis il y a un rôle, enfin, il y a un rôle dont je parlais tout à l'heure dans l'enregistrement vidéo que j'ai fait avec un personnage qui est là, qui est très peu là, mais qui est là. C'est le petit Kevin. Kylian, je crois. Que ça s'appelle. Kylian, oh, bah oui, Kylian, évidemment. Passionné de foot, Guéraudy, donc. Mais il n'est pas là en potiche, en gamin du couple. Il dit rien, il est muet cet enfant. Mais il écoute, malgré qu'il joue avec une vieille Nintendo d'ailleurs. C'est pas. Et ce que disait Alain, je crois, de la vidéo tout à l'heure, il dit. Et puis, qu'est-ce que c'est bien, il n'y a pas de portable dans ce film. Mais ça, ça fait du bien. Enfin, moi, dans le scénario, je dis, oh là là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est bien. Mais après, c'est intéressant, effectivement, cette remarque, parce que là, tout d'un coup, ça m'apparaît assez clair qu'Alain Guiraudy, il a fait une quinzaine de films, et il y a très, très peu d'enfants, à ma connaissance. Enfin, je ne crois pas me tromper. Hein. Je me demande si ce n'est pas le premier. Oui, je crois que c'est le premier. C'était fou, hein, parce que ça fait 25 ans de cinéma, et il y a un bébé. Il y a un bébé dans Rester vertical. Ouais, oui, il y a un bébé. Mais un bébé, oui, on le fait jouer différemment. Enfin, je dirais que faire jouer un... Qui ne peut pas incarner quelque chose de la même façon. Mais c'est vrai qu'on retrouve un personnage d'enfant très marquant pour les siècles des siècles. Alors peut-être que dans un prochain film, on va voir venir... Mais je trouve ce petit garçon là qui est là et qu'on emmène les parents. Bon, tu viens, tu as fini ton jeu, lui dit sa mère. Bon, tu viens, Kylian, on doit rentrer. Ouais, il suit. Tu dis au revoir. Au revoir. Mais il ne dit pas un petit signe. Et ce petit gamin, il n'en pense pas moins, quoi. Il dit rien, mais il n'en pense pas moins, je trouve, c'est ça. Et il écoute ses adultes et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le monde des adultes. Enfin, je sais pas, on peut projeter sur lui, je crois, des choses. Et je trouve sa présence très, très intéressante. Enfin, le peu qu'on le voit, ça a un sens. C'est pas un truc gratuit. Bon, allez, on va coller un enfant au couple, quoi. Il y a aussi le personnage d'Annie, que je trouve qui est important, On avait eu une petite explication de texte avec Alain. Je n'étais pas tout seul. Laurent Lunetta avait aussi été un peu d'accord avec moi. À l'enterrement, elle n'est pas présente. Et je lui avais dit, je trouve ça un peu illogique qu'elle ne soit pas là à l'enterrement de son beau-père. Elle dit, ah oui, mais non, mais elle n'est plus là. Non, mais bon, c'est pas grave, les gens ne verront pas. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais cette présence inquiète par rapport à Vincent, elle s'inquiète, et alors qu'il y a aussi ce lien qu'elle a avec David, que Jérémy découvre de loin. Et c'est vrai que là, à part le personnage, il y a une autre femme aussi, c'est la gendarmette. La gendarmette, ouais. Et je la trouve superbe parce il y a le débonnaire qui est là, alors ça va, qui essaye de faire avouer avec des côtés, allez, t'étais bien là, c'est bien toi qui a tenu l'arme du crime. Hein. Et elle, recto, les questions, et elle sait où ça va, quoi. Elle est très ferme et elle peut foutre la trouille. Hein. Et moi, l'image des deux gendarmes, c'est quand ils apparaissent dans la forêt, derrière la... Bum, bum. Et on parlait aussi ça tout à l'heure, cette forêt, elle devient ou maléfique ou bénéfique. Enfin, il y a des farfadets, il y a des curés, il y a des gendarmes, il y a des champignons. C'est une forêt magique, quoi. Et elle devient mythologique. Et ces arbres, ces plants de coupe d'arbres sont magnifiques. Et les arbres sont vivants, grâce au vent, mais pas seulement. Et ils sont là, ils veillent. Ils veillent et ils protègent, ils recouvrent ces êtres de... Voilà, Voilà, c'est... Oui. Oui, tout à fait, ouais. C'est très dans la terre, dans tout ça, c'est l'âme d'Alain, c'est ça, il est là-dedans. Hein. Je crois qu'on arrive au terme de notre discussion, sauf s'il y a encore une déclaration à faire. Sinon, Jacques, le film va sortir le 16 octobre, donc j'imagine que tu vas suivre tu vas être sollicité pour cette sortie. J'ai d'autres avant-premières de prévues. Oui, la prochaine, c'est près de chez moi, à côté de Poitiers. Puis après à Paris. Alors là, il y aura Laurent Lunetta et Félix, qu'on présentera tous les trois au cinéma à Pantin, au cinéma au 104. Voilà, le 22 septembre. Notez-le, madame, si vous voulez.
Et puis après, à La Rochelle, je retourne à La Rochelle, je vais aussi à côté de Paris. Et peut-être il y aura une projection, et ça j'ai très envie d'y être, je ne sais pas si ça sera possible, à Millau. Et moi j'aimerais y être pour retrouver et les techniciens du film. Hier soir, il y avait Clémentine, une technicienne qui était régisseuse adjointe. Et c'était un bonheur de la revoir. Elle est adorable, cette personne. Elle était là, elle n'avait jamais vu le film. C'est dommage, je n'ai pas pu la voir après. Et elle découvrait le film. Et comme beaucoup de techniciens, il y a eu une projo à Paris pour l'équipe quand même. Et donc à Millau, il y aurait sûrement des techniciens. Il y a eu beaucoup de techniciens d'Occitanie qui ont travaillé sur le film. Et puis les gens qui nous ont accueillis dans les gîtes, à l'hôtel, il y avait des gens formidables. Et c'est tout ça, c'est ça aussi qui concourt à l'esprit et à la réalisation d'un film. Ça aide beaucoup. Et à sa réussite. Oui. Voilà, le soir, quand on rentre à l'hôtel ou dans le gîte, on est accueilli, c'est chaleureux. Et tout ça fait du... Voilà, parce que malgré tout, quoi qu'on en pense, les journées de tournage sont épuisantes des fois. Et les techniciens encore plus, parce qu'ils sont là avant nous et ils partent après nous. Ouais. Donc... Et dis-nous peut-être deux mots, je ne sais pas, sur les projets que toi tu as. Pour l'instant, rien. Pour l'instant, j'ai passé des castings, j'attends des réponses. Et au théâtre ? Et au théâtre, je viens de travailler une de mes pièces pour 2 comédiennes sur un thème qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai été au Chili en 2016 Je voulais voir de mes yeux les ruines, si on peut dire, ou les traces de l'Union populaire, du gouvernement d'Allende. Et j'ai écrit un texte qui met en présence la fille de Allende et sa femme. Et Béatrice Allende était une grande militante révolutionnaire, conseillère politique de son père, et qui a été en exil à Cuba après le coup d'État et qui s'est suicidée en 77, et qui ne s'est jamais remis de ça. Et donc, dans l'une de leurs dernières soirées communes, puisqu'après elles vont être séparées, j'ai imaginé ce dialogue entre une mère et sa fille, dans un climat de pré-coup d'État, tout basculait, et puis qui aussi évoque des souvenirs de petites filles. Et j'ai mélangé ces 2 histoires très intimes, comme il y en a plein, et puis l'histoire du Chili qui me hante depuis le début de ma vie citoyenne et militante. Donc voilà, j'ai écrit beaucoup des nouvelles aussi sur le Chili, et voilà. Et donc j'ai voulu rendre hommage à ces gens-là à travers ce texte. Et donc cette pièce est appelée à la... Il faut d'abord la finir, ouais. Et puis on verra après. Et puis après, puis j'ai d'autres projets d'écriture, et puis voilà, on verra. Et puis j'ai toujours l'envie de réaliser mon premier court-métrage, même si j'ai fait plein de films quand j'étais gamin et plus tard ado, en 16, en Super 8, en 9.5. J'ai une cinémathèque chez moi énorme. Je prenais mes cousins, mes copains de classe, ou ça, j'avais écrit un scénario, pof, on filmait, je montais, et j'ai fait comme ça, j'ai une 30aine de films comme ça. J'ai même fait un western, 100 chevaux, avec quasiment pas de revolver. Bon, voilà. En tout cas, au plaisir de te retrouver à Jindou pour ce futur film. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. Merci.